au début des temps, Papa bon Dieu, le grand maître, crée le ciel et la terre. Dans le ciel, il crée le soleil, la lune, les étoiles, l'orage, le tonnerre, la pluie. Et sur terre, il crée les êtres humains, les animaux, les fleurs, les arbres, les montagnes, les rivières, les océans et la rosée. Grand diable, lui, commençait à peine sa tâche. Vous ne savez pas quoi? Ils ont réussi à condamner le système monétaire en son ensemble au travail d'intérêt collectif à perpétuité. Heureusement qu'on n'a pas appliqué la peine. Ça aurait été une belle crise. Eh bien, aujourd'hui, il récidive, et en plus fort, avec un procès sur le nucléaire civil. Là, à ma gauche, le procureur, qui est chargé d'instruire l'accusation et de nous raconter pourquoi le nucléaire est coupable. Et de quoi? À ma droite, l'avocat de la défense, l'homme chargé de rétablir le bon sens et de pourfendre les accusations mensongères du procureur. Ce sera facile. Bien. Là, en bas, caché derrière son ordinateur, le greffier chargé de prendre les minutes du procès, sourd comme un pot et passant le plus clair de son temps à jouer aux démineurs. Ah, vous faites erreur, monsieur le président. Aujourd'hui, j'ai installé le solitaire. Écoutez maintenant les charges ridicules qui sont avancées, je vous les lis. La procédure. La première charge. Le nucléaire n'est pas une solution viable. Il ne résout pas le problème énergétique et n'a pas d'avenir. Le nucléaire est une fausse solution au changement climatique et c'est une des énergies les plus chères de toutes. Ma deuxième charge, il ressort les épouvantails à moineaux habituels. Le nucléaire est un péril pour nos sociétés et pour l'humanité, et ça va du nucléaire, et ça passe, enfin, avec la rengaine des déchets, et c'est dangereux avec Tchernobyl, Fukushima, et j'en passe, et enfin le bouquet. Il n'y a pas de nucléaire civil. Mais là où ça frise le délire, c'est avec la dernière charge. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le lobby du nucléaire fait barrage aux solutions de sortie du nucléaire. De mémoire de juge intègre, je n'ai jamais entendu pareille chose. Nous sommes prêts pour démarrer. Défense de crier, de cracher, de sourire, de vous battre, ou évacuer la salle. Merci. La parole est à l'accusation. Monsieur le Président, en préalable, j'attire l'attention de la Cour sur la difficulté de la tâche qui m'incombe. Le nucléaire est un sujet compliqué, un des plus difficiles à cerner dans sa globalité. Par ses répercussions dans l'espace et dans le temps, il échappe à nos capacités de représentation. Il implique des mécanismes physiques, écologiques, sanitaires, sociaux et politiques d'une complexité dépassant l'entendement de la Cour et du public. Il est extrêmement difficile de se faire une idée du phénomène nucléaire dans son ensemble. Cela demande beaucoup de temps et de connaissances. Et ces connaissances ne sont enseignées que dans le petit milieu fermé des acteurs du développement du nucléaire. Notre réquisitoire se propose d'apporter une vision complète et pédagogique des méfaits du prévenu, le nucléaire. Bien. Monsieur l'avocat. Je pense tout d'abord qu'il faut se garder et d'être clair sur le contenu de ce procès. Il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre le nucléaire civil et militaire. Nous savons que le procureur, qui représente les centres nucléaires, veut nous amener, comme son habitude, sur le terrain de la passion, du sentiment. Et je trouve, moi, qu'après la catastrophe de Fukushima, je pense aux victimes et je trouve que faire ce procès maintenant, alors que le Japon vit des heures difficiles, n'est peut-être pas le meilleur moment.
Contrairement à ce que prétend la défense, c'est avec modération et rigueur que nous entendons mener ce réquisitoire. Pour commencer, j'accuse le nucléaire de ne pas constituer une solution viable aux problèmes énergétiques de notre société. Contrairement aux idées reçues, propagées par ses défenseurs, il n'est pas en mesure de répondre aux demandes en énergie du futur. Il ne nous protège pas du changement climatique. Et enfin, c'est une des énergies les plus chères au monde. Depuis plusieurs années, la part mondiale du nucléaire est en baisse et ne représente aujourd'hui que 2% de l'énergie finale consommée par la population mondiale. Comment voulez-vous que cette énergie puisse remplacer les autres? Notre volonté, ce n'est pas d'être hégémonique. Nous voulons seulement être et participer à la production énergétique électrique du monde. À l'heure actuelle, on a besoin de toutes les énergies. Donc, le nucléaire, certes, représente 7%, pas 2% comme vous le dites. 2%, j'insiste, 2% est la part indiquée par l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Je doute que monsieur l'avocat puisse contester les chiffres de l'agence qui défend les intérêts du nucléaire dans le monde. On va pas faire une querelle de chiffres. Il suffit d'établir des constats de manière toute rationnelle. Ces maigres 2% ne changeront pas le paysage énergétique mondial. On a arrêté ceux qui étaient sans doute la tête de pont des nouvelles centrales à surgénération. Donc on a pris du retard à cause d'une décision politique pour faire plaisir à quelques personnes qui justement ont mis en péril les surgénérateurs aux 3000 ou 3500 ans. Mais c'est vrai, les surgénérateurs, c'est ça qu'il fallait. Moi, Polichinelle, je peux vous le dire. Ah si, c'est ridicule ça. Je vous Les prie, surgénérateurs, c'est ça qu'il faut. merci. Mais non, vous vous trompez. C'est toi qui te trompes. Vous vous trompez. La défense nous rejoue la scène des débuts de la production d'électricité nucléaire. Aujourd'hui, on trouve encore de nouvelles mines. Mais ces mines sont de moins en moins intéressantes. Leur teneur en sel d'uranium est toujours plus faible. Pour fournir les 1200 tonnes annuelles d'uranium enrichi nécessaires aux centrales françaises, avec des mines donnant 1 kg d'uranium naturel par tonne de minerai, il faut concasser 36 millions de tonnes de roches. 36 millions de tonnes, c'est colossal. Et que deviennent ces amas monstrueux d'où s'échappent des particules radioactives que le vent du désert transporte? On salira les lieux d'extraction pour essayer de garder propres les pays équipés en centrales nucléaires. Notez bien cela, Monsieur le Président. Notez. Enfin, je ne vais pas vous donner les milliards de barils de pétrole ou les milliards de véhicules. Toute énergie a besoin effectivement d'une industrie. Et vous oubliez de dire quand même quelque chose de très important, c'est que nous recyclons ce combustible. Donc les combustibles usés, on les recycle à 96%. Nous avons déjà commencé à mettre ce matériel dans certaines centrales et dans les réacteurs en associant avec le combustible, on appelle ça le MOX. Donc nous travaillons à faire durer le nucléaire. Nous savons les difficultés des mines. Il nous faut aussi surveiller un petit volume de déchets très actifs. Mais bon, vous le savez tous, ça représente quoi? Une piscine olympique. Donc, je veux bien un peu plus. S'il vous plaît. Tout le monde sait maintenant, depuis l'enquête intitulée Pièce à conviction de Laure Noya. La télévision. Oui, la télévision. qu'Areva a exporté en Russie 33 000 tonnes de combustible usé, combustible plaisamment baptisé combustible recyclable, car l'exportation de déchets nucléaires est en fait interdite. C'est du stock. Nous ne faisons que stocker. Nous stockons pour l'avenir. Après traitement,
Après traitement, seulement 3000 tonnes sont réimportées sur les 33 000. Vous recyclez moins de 10%, et ce, au prix de transport long et risqué. Où est passée la différence que sont devenues ces 30 000 tonnes? À l'air libre, dans des réservoirs sans protection, en Russie, que les images satellites permettent de repérer sans difficulté. Cet uranium stocké en Russie, c'est notre bas de laine. Et dans quelques années, on viendra, on nous suppliera pour avoir cet uranium, pour pouvoir effectivement le mettre dans des nouveaux surgénérateurs. Et comme on le disait tout à l'heure, des réserves qui nous amèneront dans des 2000, 3000, 4000 ans. Ça sera l'avènement du nucléaire propre. Qu'avez-vous à dire sur le nucléaire propre, monsieur le procureur? Monsieur le Président, je vous demande de faire venir à la barre mon expert. Veuillez décliner nom et qualité. Donc je suis Marc Saint-Aromain, vulgarisateur scientifique depuis quelques années. Pour ce qui est des réserves d'uranium, c'est assez étonnant comme Madame Lauvergeon et Monsieur l'avocat font passer des réserves de 70 à 3000 ans. Voire 4000. Peut-être 4000. Peut-être plus. Peut-être plus. Et là, l'astuce utilisée, un processus qui a été essayé il y a quelques années en France et dont on connaît le fiasco, c'était la surgénération. Superphénix. Alors pour savoir un petit peu ce qu'était Phénix, puis Superphénix derrière, c'était un engin qui a été conçu et fabriqué en France. On ne sait pas comment des politiques ont pu valider une telle construction, puisque Roger Belbéo, qui est un scientifique du CEA, disait qu'un problème sur Superphénix, et c'était Genève qui était rayé de la carte. En fait, c'est la plus grosse masse de sodium jamais réunie au monde. Il y avait 5500 tonnes de sodium. C'était un métal qui était utilisé pendant la guerre de 40 pour faire les bombes incendiaires. Le second problème était le coefficient de vide positif. Un non-savant qu'ont trouvé les opérateurs du nucléaire pour expliquer que si on perdait le refroidissement, il y avait un emballement de la réaction en chaîne, comme à Tchernobyl. Et le troisième point était que 4800 tonnes de plutonium étaient introduites dans le cœur de Superphénix. Donc on ne sait pas comment des politiques ont pu valider un tel procédé, mais ils l'ont fait et ça a été réalisé. Mais vous tirez des conclusions sur quelque chose qui n'existe pas encore. Ce que nous demandons, c'est travailler. Nous n'avons jamais dit que nous avions la solution. Nous avons dit qu'on a besoin de confiance et d'argent pour travailler sur le projet d'ITER. Voilà. Et vous tirez des conclusions déjà du démantèlement et du reste. Laissez-nous travailler, confiance et argent. Et sur l'argent, donc venons-en, le budget initial a déjà été multiplié par 3 et ITER n'est à peine que commencé. Merci. Merci. Donc la charge suivante, comme nous le savons, l'énergie nucléaire produit des rejets de CO2 très modérés et permet de lutter contre le changement climatique. Comment pouvez-vous, monsieur le procureur, affirmer le contraire? Pour remplacer ne serait-ce qu'un quart de notre consommation de pétrole, il faudrait ajouter 2000 réacteurs aux 440 réacteurs existants actuellement dans le monde. À raison d'1,5 milliard d'euros l'unité, c'est un investissement de 3000 milliards d'euros, plus de 10 fois le budget annuel de la France, qu'il faudrait consentir. N'empêche, que vous le vouliez, le nucléaire est une énergie à zéro carbone. Dans une dizaine d'années, les mines actuellement exploitées, les mines d'uranium, verront leur richesse en minerais tomber si bas qu'il faudra plus d'énergie pour extraire l'uranium que n'en produira ce combustible dans un réacteur. On a notre bas de laine. Vous l'oubliez. Le gaz carbonique dégagé par la fabrication industrielle d'acide. En effet, l'acide est utilisé en grande quantité pour dissoudre les sels du minerai d'uranium. De plus, l'uranium naturel doit être enrichi par le biais de lourdes opérations chimiques et au prix d'une dépense d'énergie considérable. 4 réacteurs de la vallée du Rhône sont monopolisés actuellement pour cette tâche. Par ailleurs, quand une centrale prend sa retraite, le retour à l'herbe, prôné par EDF, coûte très cher. Le conditionnement des déchets, leur vitrification par exemple, avec des conteneurs en acier inoxydable, toutes ces opérations de fusion de verre, de sidérurgie, demandent beaucoup d'énergie et dégagent beaucoup de gaz carbonique. On sait qu'après quelques dizaines d'années seulement, ces déchets présentent des dégradations qui obligent à recommencer l'opération de conditionnement. Contrairement à ce qui est souvent affirmé,
C'est le changement climatique qui s'attaque au nucléaire, et non l'inverse. Le changement climatique, en effet, induit des événements naturels de plus en plus violents, qui mettent en danger les installations nucléaires. Alors que les tempêtes peuvent entraîner des accidents nucléaires, le drame a été frôlé à la centrale du Blayais pendant la tempête de décembre 1999. D'un autre côté, la sécheresse ou la canicule peut contraindre EDF à arrêter de nombreux réacteurs. Même arrêter, un réacteur doit être refroidi. Et une fusion de cœur peut se produire si le débit d'une rivière est trop bas pour assurer ce refroidissement minimal. Je rappelle, incidemment, que l'Allemagne vient de décider de fermer 7 réacteurs suite à la catastrophe de Fukushima, et ceci a des conséquences pratiques pour la France. Mais qui c'est qui va assurer la production énergétique électrique pour l'Allemagne le temps qu'ils sortent le nucléaire, sinon le nucléaire français? Donc on arrête, on met du charbon et on demande au nucléaire français d'approvisionner son propre pays. Contrairement à ce qui est prétendu et colporté, eh bien c'est la France qui est importatrice nette d'électricité depuis l'Allemagne. Et ce, tous les ans depuis 2004. Monsieur le procureur, vous avez accusé le nucléaire d'être une des énergies les plus chères du monde, à contre-courant de tout ce qui se dit dans les médias. Les chiffres sont donnés par les acteurs du nucléaire, sans possibilité de contrôle. Je cite mon expert Hubert Cross à la barre. Depuis ses débuts, les études et les investissements dans le nucléaire ont été payés par le pays France. Et EDF se contentait de faire payer les coûts de fonctionnement. C'était une époque dorée. Mais quand sont arrivés les besoins d'entretien sur certains éléments qui n'ont pas tenu la distance, les générateurs de vapeur, les échangeurs de chaleur des cœurs, eh bien ces interventions de maintenance toujours plus lourdes sur des centrales plus vieilles, ça a commencé à poser des problèmes à EDF qui a dû faire appel à ce moment-là à des nomades du nucléaire sur lesquels on a reporté 80% de la dose ionisante. Et il faut se souvenir que les États-Unis, au cours de l'histoire, ont mis en chantier 250 centrales. Et sur 250, il y en a eu 105 seulement qui sont arrivés au niveau exploitation-fonctionnement. Les Américains, ils arrêtent les chantiers, quel que soit leur degré d'avancement, à partir du moment où plane l'ombre insupportable du non profitable. L'industrie nucléaire est une industrie à haute intensité capitalistique. Il faut investir pour près de 20 ans dans un EPR avant de toucher les dividendes. C'est trop long pour les capitalistes US, ils sont trop pressés. En 2009, ils ont reculé devant la facture de plus de 8 milliards d'euros que présentait Areva. 8 milliards d'euros pour un EPR. Depuis les débuts de la construction des centrales, le prix des centrales a été multiplié par 6. En 2012, il deviendra criant que l'énergie nucléaire est plus coûteuse que les renouvelables. Nous avons en France un petit exemple qui s'appelle Brennilis. Estimation par nos brillants prévisionnistes, 25 millions. 25 millions pour démanteler Brennilis. Aujourd'hui, on en est à 500 millions. Et on a démantelé les bureaux. Il reste le cœur. Si le nucléaire, comme vous le présentez, avait tous ses défauts, comment se fait-il que l'intégralité, quasi l'intégralité de la classe politique et syndicale ait approuvé le nucléaire? Et comment se fait-il que, en France, si je ne m'abuse, le nucléaire reste l'énergie la moins contestée? Le nucléaire n'a jamais donné lieu à un quelconque débat, à aucune consultation dans notre pays. Mais si. Non. C'est une bonne chose. Il n'y a pas besoin de débat pour le nucléaire. C'est nécessaire. Mais si, c'est nécessaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de les faire connaître au public, de les confronter dans un débat citoyen. C'est exactement ce que nous demandons, en commençant par ce procès. Bakoulou Baka.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'acte 1 d'accusation. Nous observons une pause de 15 à 20 minutes maximum. Mais pas n'importe quelle nuit, une nuit de pleine lune. Bakulubaka découvre alors des plaines, des savanes, des vallées. Et plus loin que les plaines, les savanes, les vallées, il découvre des collines, des chaînes de montagnes, des cordillères. Et plus loin que les plaines, les savanes, les vallées, les collines, les chaînes de montagnes et les cordillères, il découvre la mer Caraïbe qui brillait sous la lune comme si elle était couverte d'écailles de poissons. Et de la mer Caraïbe se met à souffler les alizés qui viennent chatouiller le corps, le cou monstrueux de Bakulubaka. Il aime, il ferme les yeux, il se trémousse. Et lorsqu'il ouvre les yeux à nouveau, le soleil était là.